Bonsoir, bonjour à tous les auditeurs de Méridien Zéro. Ce soir, nous allons consacrer cette émission de Vent d'Est à notre invité Sylvain Durin. Donc, bonjour, bienvenue parmi nous. Merci de nous avoir accepté notre invitation. Merci Karl et merci de l'invitation surtout et bonsoir à tous les auditeurs. Donc Sylvain Durin, tu es un habitué en fait, un peu de la radio Vent d'Est. C'est vrai que tu m'as invité à chaque fois que j'ai sorti quelque chose, film ou livre, tu as eu la gentillesse de m'inviter. Ouais, et en général, on t'invite aussi souvent sur le sujet de ton sujet de prédilection. C'est vrai. qui est quand même en général le patriarcat, le matriarcat, etc. Donc, on t'avait vu pour ton premier livre qui s'appelait Le sang du père, un meurtre cinématographique, donc un livre que tu avais écrit en 2012. Oui, c'est ça, qui était une analyse de la disparition progressive de la figure paternelle à travers l'étude des films de Jacques Audiard. Ouais. Donc c'est un peu une thèse... C'était en fait un travail universitaire que j'avais amélioré et augmenté en fait, avec des conclusions qu'à l'époque je ne pouvais pas donner dans le cadre universitaire. Tu comprends bien pourquoi. Bien sûr. Et voilà, j'essaie de montrer la mort de la figure du père dans la société, mais à travers le cinéma, en fait. Parce que le cinéma, souvent, en fait, il nous propose des choses qui viendront quelques années après. Il prépare le terrain, en fait, on pourrait dire. Et le cinéma d'Audiard père et d'Audiard fils, il y a la transition entre le monde un peu viril de Michel Audiard, les Gabins, etc., au monde un peu plus féminin de Jacques Audiard, avec Mathieu Kassovitz, par exemple, ou Romain Duris. Voilà. Et c'est vrai que quand j'avais lu ce bouquin, ça m'avait réveillé, parce que j'aime beaucoup les films de Jacques Audiard en général. Ouais, moi aussi. C'est vrai que ça m'avait renvoyé sur l'image du père dans les films de Jacques Audiard, qui est quand même souvent omniprésente quand même. Ouais. Faut reconnaître. Qui est souvent qui est toujours là, mais qui est toujours qui est toujours traité de manière négative. Il est souvent très violent, comme dans de battre mon cœur s'est arrêté. Voilà, c'est un espèce de bandit. Qui est excellent, d'ailleurs. Ouais. Mais le père est infect, quoi. Exactement. Et le dernier film de Jacques Audiard, qui pour moi est totalement raté, le western, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Les Frères Sisters. Donc les frères et sisters, sœurs. En fait, c'est l'histoire de deux frères qui vont essayer de récupérer l'héritage de leur père mort. Donc il y a toujours le père en fait dans le film. Bon là il a disparu, mais le film est loupé. C'est un western qui n'est pas vraiment un western en fait. Mais il y a toujours cette image du père dans les films de Jacques Audiard. Et je pense que ça vient de son propre père en fait. Quand on est le fils de Michel Audiard, ça doit être impossible de s'en détacher, quoi. T'es écrasé, quoi. Ah oui, c'est clair, forcément, quoi. forcément. Écrasé, quoi. Ensuite, tu as écrit un petit fascicule qui s'appelait #Hollande 2010. Une petite nouvelle, ouais. Une petite nouvelle. Bon, qui s'est pas réalisé. Qui s'est pas réalisé, mais un peu quand même, puisque on pourrait dire que Macron c'est le fils spirituel de Hollande. Et puis dans le coup d'État a eu lieu quand même par le parquet national financier. Exactement. Ouais, voilà, tout à fait. Ils n'ont pas eu besoin de terroristes, mais ils ont utilisé les juges. Et puis moi je plaque l'histoire sur c'est une uchronie en fait. Je plaque l'histoire sur l'entre-deux tours des dernières élections présidentielles. Mais je rajoute, je ne sais pas si tu te souviens de l'intelligence artificielle qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Et je pense qu'on aura ce genre de scène demain où c'est ton robot qui te dira pour qui voter en fait, pour rester un homme bien. Être dans la droite ligne du politiquement correct, et avoir le droit à être invité encore dans les dîners mondains. Voilà, et pour garder ta femme et pour que tes enfants te respectent, etc. Voilà, exactement. Et là, cette année, tu livres un livre vraiment qui est, on peut le dire, le livre de la maturité. C'est Ce sang qui nous lie. Donc, c'est un livre à la fois ambitieux et captivant sur le sujet, parce que tu remues vraiment là dans les fonds de la société, de ce qui nous conditionne, de ce qui fait que nous sommes société, que nous vivons en tant qu'hommes ou en tant que femmes, et que nous envisageons le monde différemment selon les cultures. Donc tu es vraiment au cœur tu plonges vraiment dans les entrailles du genre humain, quoi. En fait, mes derniers livres, je m'en rends compte maintenant, c'était des essais pour arriver à celui-là.
Mon vrai livre, en fait, c'est le dernier, quoi. Les autres, c'était des espèces de petites tentatives comme ça, de quelque chose que je ne maîtrisais pas encore. On sent effectivement que c'est un long cheminement et que ce livre comment dire, marque la fin d'un vrai travail qui a dû, justement, c'est ma question, qui a dû te prendre des années, quoi. Honnêtement, le travail d'écriture en lui-même, c'est 9 mois. Donc c'est quasiment un enfantement en fait, hein, un enfantement masculin finalement. Mais le travail de recherche, ça commence même avant 2012, la sortie du premier, puisque les premières recherches sur le cinéma, la partie anthropologique, elle était déjà là. Hein, si on relit les conclusions du Sang du Père, il y a des petites bribes en fait de ce qui est bien mieux développé, j'en ai conscience maintenant, dans le dernier, quoi, dans Ce sang qui nous lie. Donc oui, c'est le travail de plus de 10 ans, je pense. Plus de 10 ans de recherche et au début de tentatives d'écriture, de tentatives de compréhension. Puis, ça se voit. Au départ, moi, j'ai ouvert, pour être honnête, j'ai ouvert le livre. Je te connais, on se connaît bien sûr. Je me dis, waouh, il part sur un sujet super ambitieux. Wow, casse-gueule. Oh putain, il part sur un truc casse-gueule. Et je me suis dit, j'espère qu'il va pas partir dans tous les sens. Et en fait, je trouve. Alors, j'ai pas moi les compétences, hein, parce que j'ai pas tous les référents anthropologiques, sociologiques, etc. Il y a qui parcourent ton livre. Il y a même aussi tout ce qui est les mythes, etc. Donc, j'ai pas le recul pour apprécier si c'est juste ou faux. Par contre, je reconnais qu'il y a une vraie cohérence intellectuelle dans ta démarche qui est persuasive. C'est-à-dire que on se dit, ok, ce qu'il dit, ça fonctionne, c'est cohérent. Et on dit, ouais, bon, il y a un vrai travail de qualité. Comme on disait tout à l'heure avant d'enregistrer, c'est que on peut ne pas être d'accord avec ma thèse, mais elle est cohérente du début à la fin. Et ça, pour ça, j'en suis très content, parce qu'en plus, j'ai eu des retours de personnes, comme je te disais, qui m'ont vraiment dit, des historiens, anthropologues, des théologiens qui m'ont dit que tout était cohérent. Après, on peut ne pas être d'accord, mais là, c'est les idéologies qui parlent. Donc ce sera un combat d'un livre contre un autre, admettons. Et ça, le débat est tout à fait pertinent, et pourquoi pas aller sur ce terrain. Oui, parce que tu nous proposes donc une plongée dans l'histoire de l'humanité. C'est ça, en fait. Ça me fait penser un peu au bouquin d'Emmanuel Tel, une brève esquisse de l'histoire humaine. Bon, c'est presque ça. Hein. Tu effectues quasiment un travail d'anthropologue. Tu passes au crible la théorie des sociétés primitives comme les Mosuo, les Trobriandais, les Guarani. Enfin, on est vraiment là quasiment dans Claude Lévy. On n'est pas avec les mêmes conclusions. Mais mais bon. Puis après, tu analyses les mythes, donc les mythes indo-européens, même les mythes antiques, grecs. Tu vas ensuite, tu vas commencer à trifouiller le judaïsme pré-chrétien et le judaïsme talmudique post-chrétien. Tu regardes les sociétés romaines, tu fais aussi un détour par le monde musulman, même les hindous. Alors je me dis, putain, si les hindous, là j'étais presque impressionné. Je dis, putain. Non, mais t'as vu que c'est juste une esquisse très rapide. J'ai vu que parce qu'on peut pas faire un livre de 1500 pages, et puis c'est quand je maîtrise pas un sujet, je le mets pas dans le livre. Et donc là, tu passes à travers tous ces éléments. Donc il y a quasiment un travail d'anthropologue, d'exégèse de textes religieux, de sociologue, je dirais même d'idéologue. Ensuite, tu interprètes tout ça et tu apportes une grille d'interprétation, de décryptage de tous ces phénomènes. Donc, on est vraiment pris dans un vrai travail qu'on pourrait presque appeler scientifique. Hein. Enfin, je veux dire, alors c'est de la science molle, mais ça reste pour moi un travail quasiment scientifique. Et donc, ta thèse, comme disent les Québécois, je veux pas divulgacher le film. C'est mieux que spoiler. Mais en gros, le monde primitif et même celui de l'Antiquité, et puis même d'une certaine manière l'ensemble des sociétés non chrétiennes sont en fait globalement sur une matrice matriarcale, quoi. Pour faire très, très rapidement, c'est exactement ça en fait. Pour que les auditeurs comprennent la grille de lecture, c'est-à-dire que j'analyse dans une société ou dans un groupe ou dans un clan ou une tribu ou une nation, j'analyse 3 niveaux que j'appelle les 3 niveaux primordiaux, à savoir la famille,
la politique et le religieux ou le spirituel, on appelle ça un peu comme on veut. Et je pars du postulat qu'on ne peut pas dire qu'une société soit matriarcale ou patriarcale si on n'a pas pris en compte ces trois niveaux et qu'on les a pas articulés ensemble. Si on trouve un détail de matriarcat dans une société, mais que ces trois niveaux-là sont du patriarcat, bah oui, on dira qu'il y a un résidu, en fait, tout simplement de matriarcat qui vient du monde primitif, tout simplement. Et on se rend compte que tout est, ça j'en parle bien au début du livre, aucun objet dans une civilisation, quelle qu'elle soit, n'est dû au hasard. Elle a toujours sa place, elle a toujours un rôle, elle a toujours une fonction bien précise. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, effectivement, si on veut faire du schématique, le patriarcat total, donc si on fait du schématique, à savoir, essayons de voir le patriarcat total et le matriarcat total, on se rend compte qu'il y a des principes qui régissent ces trois niveaux-là et qui sont en cohérence totale. Et on sait que le matriarcat, par exemple, c'est ce que j'essaie de montrer, s'articule par le sacrifice. C'est pour ça que je propose le concept de matriarcat sacrificiel. Et que le côté patriarcal s'articule par le christianisme. C'est pour ça que je parle de patriarcat total dans la civilisation chrétienne. Mais c'est pas parce que aujourd'hui l'Église existe encore et qu'il y a encore 2% de chrétiens qui vont à la messe en France que nous sommes dans un patriarcat. Là, aujourd'hui, cette théorie que tu décris, donc on va rentrer dans les trois niveaux, hein, on va un peu plus détailler qu'est-ce que tu entends par ces trois niveaux, etc. Mais là, aujourd'hui, déjà, il faut savoir que ce que tu prétends, c'est que globalement, la matrice du monde primitif, l'ensemble des sociétés humaines sont toutes issues d'un matriarcat originel qui est à la fois effectivement sur des bases sacrificielles et qui est finalement qui est caractérisé par des sociétés violentes, tout à fait, mais prend complètement à rebrousse-poil l'ensemble des postulats de la sociologie contemporaine qui prétendent qu'en fait que les sociétés matriarcales n'existent pas, quoi. C'est pour ça que je parlais d'idéologie tout à l'heure, parce que en fait la sociologie, disons officielle, elle part d'un postulat idéologique qui est la femme a toujours été opprimée depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc à partir de ce postulat, ils vont en fait recréer quelque chose qui va les amener à l'introduction. C'est pas de la déduction, en fait, c'est de l'induction, quoi. Ils partent déjà de la conclusion et ils se disent qu'est-ce qu'on va faire rentrer dans nos schémas pour arriver vers ça. Tandis que vraiment, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est que moi j'ai découvert des choses en travaillant. Moi aussi, au début, j'ai été à l'université officielle comme tout le monde, je pensais que la femme avait été opprimée depuis la nuit des temps. Et je me suis rendu compte que non. Des bouquins de Malinowski qui racontent nos amis Trobriandais, que je cite à chaque fois, montrent que c'est totalement faux. Et puis, on peut aussi faire la différence, et c'est aussi ça, j'espère, l'intérêt du livre, c'est que la figure qui est importante à comprendre, c'est la figure du père. C'est pas la figure du masculin. Le masculin a toujours eu un rôle dans toutes les communautés, toutes les civilisations, ça c'est tout à fait normal, mais ce qui fait le patriarcat, c'est le rôle du père en lui-même, dans la famille, dans la politique et dans le spirituel. Par exemple, les Trobriandais, si on peut aller déjà donc là, tu parles des trois niveaux. Hein. Les trois niveaux. Alors, il y a trois niveaux, en fait, pour toi, où on va, qui permettent de déterminer si on est vraiment face à une société matriarcale pure. Le niveau de l'organisation familiale, comment s'organise la famille, comment fonctionne l'héritage, le principe de la lignée et le mariage, etc. Le niveau politique, comment s'organise la politique, qui est le chef, comment fonctionne, comment il désigne le chef, etc. Et le troisième niveau qui est le niveau tout en haut, en fait. Spirituel, qui est quels sont les mythes religieux, comment se raconte religieusement la société, quoi. Et là, quand on a un certain nombre de critères, quand on retrouve un certain nombre de critères à chacun de ces niveaux, que tu décris dans ton livre, et qu'on va essayer de développer dans cette émission, on arrive à déterminer si on est face à une société matriarcale. Ou patriarcale, d'ailleurs. Ou patriarcale. Ouais. C'est vraiment la même méthodologie pour les deux. Et par exemple, nos chers Trobriandais, on se rend compte que le système familial, il est communautaire, tribal. L'homme a sa place. C'est pas ça qui est intéressant. Le masculin a la place partout. L'important, c'est le rôle du père, du père biologique. Est-ce qu'il est considéré comme le père de ses enfants ? Et quel est son rôle social ? Est-ce que c'est lui qui décide d'où va vivre la femme ou l'inverse, patrilocale ou matrilocale, etc. C'est ça qui est important. Et on se rend compte que dans cette communauté, le père n'existe pas. Le père biologique n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le tama.
Et c'est très intéressant parce que ça nous renvoie à notre société actuelle. Complètement. Parce que le tamas, ça veut dire la relation avec un masculin, en fait. Et on se rend compte que c'est souvent l'oncle maternel. D'ailleurs, oncle en latin, ça veut dire le frère de la mère, en fait. Hein. Tout est déjà là depuis le début, en fait. Tandis que, par exemple, le christianisme, qui est du patriarcat, a inventé le parrain. Le parrain, tu sais, c'est celui qui est le protecteur, père de la famille devant Dieu, en fait, qui n'est pas forcément le père biologique, d'ailleurs. Et on se rend compte que le père n'existe pas, donc il a une relation. Et tout va être basé dans le système familial sur ce fait-là, c'est que la figure du père est mise de côté. Et la figure du masculin sera cet oncle qui sera une espèce de... Ça pourrait être un papa gâteau d'aujourd'hui, en fait, parce son rôle, ça va être de donner des friandises à l'enfant, des choses très bien d'ailleurs aussi, hein, de lui apprendre la vie en société, etc. Mais de lui apprendre d'ailleurs sa mission sexuée dans le clan, parce que ce que tu rappelles, c'est que dans les sociétés matriarcales, il y a quand même une division sexuée du travail. Les femmes, là tu fais à un moment donné, tu as un exposé sur le sang qui coule de la femme, que tu renvoies aux règles, etc. Les femmes ne doivent, en général, dans les sociétés matriarcales, ne doivent pas verser le sang. Tout à fait, ouais. Et donc, effectivement, la chasse et la guerre restent quand même un privilège masculin. Exactement. Mais ça n'en fait pas une société patriarcale. Ils ne sont pas des figures du père. Le chasseur avec sa lance... on sait depuis longtemps maintenant que la symbolique de la lance, c'est pour l'homme et la symbolique du panier, c'est pour la femme. Et on nous disait, oui, mais l'homme, c'est celui qui va chasser. C'est ce qui fait de lui un homme. Mais c'est totalement faux. On sait que les femmes chassaient aussi. Ce qui est important, c'est la manière dont les deux clans chassent. Il y en a un qui va transpercer l'animal avec la lance et faire couler le sang. C'est l'homme. Et l'autre, le groupe de femmes, en fait, ils vont créer des petits pièges dans la symbolique du panier, et ça va attraper des lapins, mais sans percer le sang. C'est ça qui est important, en fait. Dans la société matriarcale, il y a une division sexuelle, moi j'appelle ça sacrificielle, en fait, du travail, mais les femmes aussi étaient des chasseurs. Ça n'a rien à voir, c'est la symbolique moderne, en fait, on n'a pas compris que une femme, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que l'indifférenciation dont je parle dans le livre, qui revient à ce que racontait René Girard, elle est sacrificielle, c'est-à-dire que le sang qui coule de la femme l'empêche de faire couler le sang de l'animal, parce que le sang de la vie va se mélanger au sang de la mort, et ça peut créer la fin de la communauté. Ça, c'est les croyances primitives, bien entendu. Donc on sait aujourd'hui que c'est faux, mais il faut respecter ces croyances-là. Oui, de toute façon, c'est des superstitions qui ont toujours organisé la société des hommes. Je veux dire. Et c'est pour ça que il y a toute une mythologie de l'archétype de la femme guerrière. Elle est toujours vierge. C'est ce qu'on a, on va peut-être pas aller là-dessus, mais Greta, c'est ça en fait. C'est la nouvelle, tu sais, quand on dit que c'est la nouvelle Jeanne d'Arc, dans un sens, ils ont raison, c'est la Jeanne d'Arc inverse. Jeanne d'Arc, on sait qu'elle n'avait pas ses règles, par exemple. Parce qu'elle ne pouvait pas faire couler le sang alors que son sang coulait. Elle était hors du jeu sexuel, en fait, hors du jeu sacrificiel même, il faut dire. Plus que sexuel, parce que derrière le sexuel, il y a le sacrificiel toujours. Et Greta, aujourd'hui, c'est ça, c'est la petite asexuée. C'est une espèce c'est un retour pour moi au matriarcat, puisque c'est ce que j'appelle, comme tu disais, la révolution gaillatique, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Mais est-ce que je reviens à ce que je disais avant sur... Oui, alors en fait, je recadre. Ouais. Donc on était en fait effectivement... Alors au niveau des sociétés primitives, trobriandaises, etc., on observe effectivement un effacement en fait de la fonction du père en tant que... père de la lignée, c'est-à-dire à un tel point que on nie la ressemblance de l'enfant avec le père. Et on va même jusqu'à, quand il y a ressemblance tellement flagrante, à l'accorder au fait d'une ressemblance acquise par la relation au quotidien avec le père putatif, mais surtout pas parce qu'il aurait transmis ses gènes. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le refus de la lignée paternelle, quoi. On est dans la négation de l'indifférenciation entre l'enfant et son père, parce que si cette indifférenciation-là se fait, tout le reste part à volo, en fait. Parce que les trois niveaux ne seront plus du tout en correspondance avec le matriarcat, que j'appelle sacrificiel. Et il faudra qu'on reconnaisse que oui, en fait, la figure du père, elle a un rôle. Donc si cette figure a un rôle, il faut peut-être qu'on touche à tout le reste, en fait, et la société, si elle ne sait pas se régénérer, va disparaître. René Girard, il explique bien que il y a sans doute des dizaines de milliers de communautés ou de tribus ou autres qui n'ont pas su régénérer ce cycle sacrificiel par la désignation du bouc émissaire. Je pense qu'on va en parler, notamment avec le chef.
et elles ont disparu en fait. Parce qu'on passe de la violence du tous contre tous, elle n'est jamais sublimée par celle du tous contre un, qui est souvent celle du chef. Tandis que si on reconnaît le rôle de la figure paternelle, on saura en fait que le chef, on ne peut pas le sacrifier. Tout à fait. Parce qu'il sera lui aussi le représentant sur Terre d'autre chose. Oui, parce qu'on est dans des sociétés qui n'arrivent jamais à surmonter les crises sans les résoudre par un sacrifice. Est-ce que tu n'es pas la victime émissaire ou le bouc émissaire? Donc on va à un moment donné désigner, alors ça peut être le chef du village, ça peut être d'autres boucs émissaires, etc. Il y aura à un moment donné, tu parles aussi à un moment donné de gens qui viennent de clans différents, mais qui sont acceptés comme les mêmes, juste pour servir de bouc émissaire au moment de la crise. Au moment clé. Tout à fait, donc c'est très intéressant. Donc c'est des sociétés qui n'arrivent jamais à régler, dans la concorde, les crises qui les animent et qui doivent trouver une sorte de catharsis de leurs problématiques dans le sang, quoi, dans le crime, dans le crime collectif, quoi. C'est ça, moi j'ai une formule dans le bouquin que j'aime bien, c'est le sang coagule et nous coagule. C'est pour ça que le livre s'appelle Ce sang qui nous lie en fait, parce qu'on est tous liés par le sang d'une victime que nous ne connaissons pas mais qui a été sacrifiée à un moment donné. Et pourquoi ces communautés tombent dans la violence? Parce que comme la figure du père n'est pas acceptée, elle est même niée, hein, tu as bien dit sur la ressemblance, il va se passer ce que René Girard appelle la crise sacrificielle, c'est-à-dire que tout va être indifférencié à tout. L'homme à la femme, l'enfant aux parents, il n'y a pas de hiérarchie, enfin, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, hein, d'ailleurs. C'est une société complètement horizontale. Exactement, il n'y a pas de transcendance parce que cette figure du père n'existe pas. Et on va arriver à ce que Hobbes appelait la guerre de tous contre tous. Et si vous ne trouvez pas le moyen de sortir de ça, vous allez tous disparaître en fait. Et là, on va choisir le bouc émissaire. Donc ça, c'est la grande thèse de René Girard. Et souvent, c'est le chef. Et là, on arrive au niveau 2. Le chef de la communauté primitive, il est souvent élu. Il est souvent élu parce qu'en général, c'est celui qui a le plus grand nombre de femmes. Alors nous, notre regard moderne, on va se dire, mais il a le plus grand nombre de femmes, donc c'est patriarcal. Ah, moi, j'avais ce réflexe aussi avant. Mais c'est totalement faux. En fait, la plus grande victime, c'est celui qui a 8 femmes. C'est pas celui qui en a qu'une. Cet homme-là, lisez les livres dont je parle dans le bouquin, c'est que la petite faveur qu'il fait à une femme, il doit la faire à 8. Et s'il est choisi, on voit ça encore aujourd'hui dans les tribus africaines, c'est parce qu'il aura su gérer 8 femmes. Et on va se dire, lui, il sait gérer ça, les conflits entre les femmes, l'indifférenciation des 8 femmes, peut-être qu'il va réussir à gérer notre indifférenciation à nous tous. Tout ça, ça se fait inconsciemment, je pense, hein. Parce que si c'était conscient, je pense qu'ils en sortiraient. Et du coup, le chef sera élu et sera désigné comme chef. On se rend compte qu'il a quasiment aucun pouvoir, le chef primitif. Hein, mais il a un rôle très symbolique en fait. C'est très très symbolique. En général, il sait bien parler aussi, puisque bon, s'il sait gérer ses 8 femmes, c'est qu'il a la palabre est quand même assez verbeuse et assez un sympa. peu comme nos présidents actuels. Hein. Exactement. Par contre, le jour où on cherchera une victime émissaire parce que soit les femmes ne font plus assez d'enfants, ou il y a beaucoup de handicap aussi, ça compte beaucoup, ça, il y a beaucoup d'enfants morts-nés, etc. Ou on perd une guerre contre la tribu voisine, et ben on va se ruer sur le chef, on va le déposer sur l'autel du sacrifice. C'est ce qu'on faisait nous en Europe il y a encore 5 ans. Alors c'est intéressant parce que tu dis ça. Moi j'avais vu une émission, il faudrait que je retrouve les références, une émission tout un reportage sur effectivement les sacrifices humains en Europe, où on avait des centaines de cadavres relativement bien conservés, puisque les corps étaient jetés dans des sortes de tourbes, de tourbières, etc., donc, qui sont des isotopes très conservateurs des chairs, etc. Et donc, ils ont pu reconstruire le profil des victimes. Alors, il y avait des vierges, bon, ok, et il y avait des mâles plutôt avec des caractéristiques de chef, etc. Alors, les vierges étaient sacrifiées aussi pour les raisons qu'on a dit avant. Ouais. Ça, c'est très important. Il y a la vierge et le chef. Ouais. La vierge, parce qu'elle est non sacrificiellement... elle est pure, en fait. C'est la pureté. Donc, il faut sacrifier la pureté pour essayer de régénérer la communauté. Et le chef... Bah là, alors, le chef, au départ, les analyses, donc les historiens qui se penchaient, etc., imaginaient que c'était le chef de la tribu adverse, mais pas du tout. On voit bien c'est la tribu, le clan, qui tuait son propre chef. Exactement. Qui le sacrifiait par rapport à une mauvaise saison, des mauvaises récoltes, une mauvaise année de pêche, de chasse. Et donc, il fallait, quand la société était en crise, il fallait
évacuer la crise par le sacrifice du chef. Et donc, on a un chef qui est plus là, en fait, comme martyr putatif. C'est la première grande victime, c'est celle du chef qui est désigné par l'élection. Et en fait, on se rend compte que c'est basé, ça c'est très important ce que tu as dit, parce qu'on voit le côté cyclique. Quand on arrive à la fin d'un cycle, dans notre communauté, il faut régénérer, il faut commencer un nouveau cycle par le sang versé. Soit ce sera le sang de tout le monde et il y aura plus de communauté, soit ce sera le sang d'une personne symbolique qui sera ensuite déifiée en général. C'est-à-dire qu'on saura que grâce à cette personne-là, on a pu revivre. Donc c'est pour ça qu'on voit des... Bon, nous, on a plus fait ça que les Trobriandais, j'avouerai. C'est pour ça qu'on verra des statues, des grandes statues pour tel dieu qui en fait était sans doute quelqu'un qui a été sacrifié et on en a fait un dieu. Tu cites l'exemple de Dionysos à un moment donné. Voilà, c'est un des meilleurs exemples. Dionysos, celui qui renaît sans arrêt, qui sacrifie, qui se fait sacrifier. Le dieu homme, enfin l'homme qui devient dieu. C'est ça. Caïn, quand il se fait tuer, ça crée la société des Caïanites en fait. Le sang versé va créer une nouvelle culture et ça fait apparaître aussi des nouvelles lois parce qu'on va essayer, ça c'est plus les Européens quand même qui l'ont fait, c'est que on va se rendre compte de pourquoi on a eu cette crise sacrificielle et on va essayer d'inventer des lois, c'est surtout juridique chez nous. C'est ça qui fait qu'on est un peuple assez génial, je trouve. Moi j'ai vraiment découvert tout ça en travaillant. C'est que pour empêcher le sang, on va inventer plein de choses, plein de lois, plein de hiérarchies qu'on va retravailler pour rentrer dans un cadre. On va créer une civilisation en fait. Et on en arrive aujourd'hui au bouc émissaire moderne qui est le président de la République élu. Et l'élection, ça remplace le sacrifice sanglant. On va élire Macron, et tout le monde va le détester pendant 5 ans. Bon là, il sera peut-être réélu parce qu'il n'y a personne en face, mais ça c'est autre chose, c'est de la politique. Et on va élire quelqu'un d'autre et on va le tuer symboliquement. Et ça remplace le sang. Quoi. Justement, tu disais qu'il va peut-être être réélu, alors qu'il ne devrait pas être réélu. Et on voit bien que c'est à travers des manigances électorales, en faisant intervenir les juges, en discréditant des opposants ou des adversaires ou des rivaux qui auraient dû de toute façon être élus à sa place. On voit bien qu'en neutralisant le processus électoral, on retrouve la violence, parce que les gilets jaunes qui revient, c'est-à-dire qu'à un moment donné où le processus du sacrifice symbolique ne fonctionne plus, on va demander le vrai sacrifice. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ma théorie, c'est qu'aujourd'hui on est, je dis pas la fin du monde ou quoi que ce soit, je pense qu'on a l'impression que le temps s'accélère parce qu'on est à la fin du cycle et pour changer, pour renouveler le cycle, il faut du sang. Et pour moi, ce qu'on appelle les terroristes, en fait, c'est des sacrificateurs, c'est des sacrifices rituels qu'on a eu à Charlie, qu'on a eu au Bataclan, etc., qu'on a eu à la préfecture là, de Paris. Ça, on le sait pas parce que c'est quelque chose d'archaïque qu'on ne maîtrise plus, mais on a besoin de ce sang versé pour renouveler ce cycle-là. Et les gilets jaunes, ça rentre totalement là-dedans. On est à la fin. Les gens sentent que l'indifférenciation est là, en fait. On est à peu près dans cette guerre du tous contre tous. Il n'y a plus de hiérarchie, tout le monde est indifférencié à tout le monde. Tout le monde peut parler sur tous les sujets. Il n'y a plus de Greta vaut plus que... voilà, etc. Et on sent, moi en ayant travaillé sur ce livre, je sens qu'on est... l'archaïque a envie de revenir là et il a besoin de sang, quoi. Ah ben c'est sûr, c'est vraiment ce qu'on apprend, ce qu'on découvre et ce que révèle ton livre, c'est qu'effectivement, qui recoupe un peu d'ailleurs l'intuition de Todd sur Emmanuel Todd, qui analyse en fait les sociétés, les modèles familiaux, ouais. Et qui sa théorie, c'est que globalement en fait le libéralisme, la société moderne, la modernité a pu fonctionner parce qu'elle repose sur des modèles de famille nucléaires, etc., qui sont en fait plutôt des modèles assez primitifs quoi, dans l'organisation. Alors, c'est pas ta théorie à toi. Moi, je pense que... Tu as plutôt l'inverse là-dessus. Ouais, quoi. et je pense que... moi, j'ai un grand respect pour Emmanuel Todd, j'ai quasiment lu tous ses livres, mais je pense qu'il se trompe parce qu'il n'a pas le 3e niveau. Emmanuel Todd, c'est quelqu'un, là, il est en train d'écrire un livre sur le matriarcat, je crois, il en avait parlé, et il va se baser sur des conséquences en fait. Il va dire combien est-ce qu'il y a de taux de réussite des filles à l'université. Maintenant c'est énorme, le différentiel est énorme, ça a été renversé totalement, ça doit être 70% de femmes. Donc il va se dire tiens là ça veut dire qu'on est en matriarcat. Mais non, ça pour moi c'est une conséquence qui n'a, je vais pas dire quasiment aucun intérêt parce que c'est toujours intéressant d'aller voir toutes ces petites choses là, mais en fait il
il s'arrête aux politiques en fait. Alors est-ce que ça vient de sa propre religion ou de son propre sérail? Moi, j'y vois surtout de sa culture, de son éducation très british, sa approche très british, possible, très pragmatique. On est très dans l'observation scientifique, statistique, avec effectivement des conclusions tout à fait plausibles, mais pas du tout d'analyse plus école française qu'on retrouve avec René Girard, Claude Lévi-Strauss, Fernand Braudel, où là on va quand même commencer à apporter une couche plus psychologique globalement aux sociétés avec effectivement des interprétations. Là, je trouve vraiment en toute humilité, encore une fois j'apprécie Emmanuel Todd, que si on lève un peu la tête vers le ciel et qu'on étudie les religions de ce qu'ils pensent être de ces sociétés soi-disant nucléaires archaïques, en fait ça ne colle plus. Oui, je suis d'accord. Il y a quelque chose qui ne colle plus en fait. Mais c'est ce que... Donc on était au deuxième niveau, on disait effectivement le chef, il peut y avoir de la polygamie, ça reste quand même une société matriarcale. Le chef, de toute façon, il a un rôle symbolique, même si c'est le plus fort, il a les plus grosses plumes, ça reste quand même finalement un chef qui n'a pas de réel pouvoir décisionnaire sur l'organisation de la cité. Et là ensuite, tu élèves encore le débat en t'attaquant au troisième niveau, qui est effectivement le niveau religieux. Et là, effectivement, c'est là où ne va jamais Emmanuel Todd, qui va apporter effectivement, où tu apportes une explication avec différents éléments qui sont effectivement l'indifférenciation. Donc il faudra vraiment que tu définisses. Alors on va faire ça. L'ordo ab chaos et l'auto-engendrement, quoi. Un peu, Et on se rend compte que tout ça est quand même vachement bien articulé avec le reste. L'ordo ab chaos, c'est le cycle dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi lui symbolique de la nature, de la terre-mère, la nature, la femme avec le cycle menstruel, etc. Tout ça est totalement cohérent. Ordo ab chaos, ça veut dire l'ordre du chaos, quoi. Voilà, du chaos naît l'ordre, et puis c'est le début d'un nouveau cycle, c'est la fin d'un cycle, donc le début d'un nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que la figure du chef, elle indifférencie plusieurs principes en elle-même. Oui, ce qui est aussi important par rapport à l'indifférenciation, c'est qu'à l'intérieur de cette figure du chef, qui, si c'est vrai, n'a pas énormément de pouvoir, mais il indifférencie en lui-même plusieurs principes qui vont en fait le piéger. Il va y avoir le principe politique, le principe économique, et aussi le principe magique. Et on ne peut pas dire vraiment spirituel pour le chef, parce que c'était plutôt spirituel, on imagine monothéisme, donc je préfère utiliser le mot magie. Et il va avoir en lui cet aspect magique, et c'est pour ça qu'il sera sacrifié aussi. Parce qu'on sait, et ça on l'avait aussi dans notre paganisme européen, que quand on va lui couper la tête, la souveraineté de son pouvoir va remonter au ciel vers une déesse. Je cite souvent la déesse Moeb en Irlande, Moeb, qui avait 11 époux, 11 rois. Et en fait, le king, ça vient de Kuna en grec, ça veut dire l'époux de la déesse. C'est quelque chose de féminin en fait. C'est là où le patriarcat ne fonctionne pas. Donc quand on va lui couper la tête, la souveraineté va remonter à la déesse. Et par l'élection, on va faire redescendre la souveraineté du pouvoir sur cette personne-là, qui sera ensuite, à la fin du nouveau cycle, ou peut-être que lui y échappera, parce que ça peut prendre parfois 100 ou 150 ans. Ah bah s'il arrive, il tombe sur une bonne saison, voilà. Sur 20 années de bon blé, ou de... où il n'y a pas beaucoup de guerres, où on gagne toutes les guerres. Ou des années giboyeuses, c'est bon. Quoi. Là, il peut être vraiment considéré comme un chef plutôt... c'est un peu le roi du pétrole, quoi, parce que il n'a pas de décision à prendre, donc il n'est pas responsable de grand-chose. C'est un peu le chef... c'est le chef tranquille, quoi. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que ce cycle-là de l'ordo ab chaos et de l'indifférenciation, on le retrouve au niveau 3. Par exemple, nos chers Trobriandais pensaient quoi ? Pensaient que chaque nouveau-né était en fait la réincarnation, donc on a même la pré-réincarnation, puisqu'il y a une espèce d'île qui s'appelle l'île de Tama, je crois, ou Touma, je ne sais plus. Touma, je crois. Oui, Touma, parce que Tama, c'est la relation entre l'enfant et son faux père, en fait. L'île de Touma, qui est une île qui existe. Ils pensaient que quand les gens mouraient, l'esprit du bébé à venir allait sur cette île-là. Ça fait très GPA, tout ça. C'est pour ça que je dis que l'intelligence artificielle, c'est la concrétisation de toutes ces croyances archaïques. Donc l'esprit de l'enfant à pré-né ou prêt à naître va sur cette île-là se reposer un peu. Et quand il a envie de revenir, il va faire le chemin inverse vers directement l'utérus de la femme. Et c'est toujours dans la lignée maternelle. C'est toujours l'arrière-arrière-grand-mère de la mère, de la mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, etc. Le père n'existe pas là-dedans. Il n'existe pas parce qu'il ne fait pas partie du jeu,
puisque le rapport masculin, c'est l'oncle maternel. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les cas de PMA pour toutes, c'est la recrudescence de ce rôle de l'oncle maternel, à qui on va demander, lui il a déjà une famille en plus, hein, on va lui dire, bah attends, t'es mon frère, tu veux pas l'emmener, bah oui, on se rend compte que l'enfant, il a besoin d'une présence masculine, tu veux pas l'emmener pêcher, tu veux pas l'emmener faire ceci, cela. Mais il n'y aura jamais cette transcendance promise par la figure du père. Et donc dans ce niveau 3 du religieux, tout est basé sur le monde maternel et sur la métempsychose. Donc c'est-à-dire c'est ce cycle, c'est basé sur le cycle de la nature. Hein. Métempsychose, c'est le voyage des âmes. Hein, voilà, c'est ça, la migration des âmes. Migration des âmes entre d'un corps à un autre. Hein, exactement. Je crois que les Trobriandais ne croyaient pas en la réincarnation en des animaux, c'était uniquement dans la lignée maternelle. Et donc tout ça est très articulé, très cohérent entre les trois niveaux. Et qu'est-ce qui lie les trois niveaux ? C'est le sacrifice. Une fois qu'on arrive au bout du bout, sacrifice, et tout est régénéré de nouveau, et la communauté peut continuer à vivre, disons, paisiblement pendant encore un cycle. Exactement. À un moment donné, tu parles aussi d'indifférenciation. Alors, je pense qu'il faut bien, pour les auditeurs, préciser qu'est-ce que tu entends par indifférenciation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une sorte de un unique, universel c'est le 1 indivisible. Le 1 indivisible par lequel tout procède. Alors, les langues un peu pourraient te dire, oui, mais justement, c'est le principe des monothéismes, etc. Et les polythéismes, comment se fait-il qu'on puisse dire qu'elles étaient justement, qui procédaient du 1 universel ou une sorte de société moniste complètement... Comment tu réponds à ça ? Alors, procédons dans l'ordre. Donc l'indifférenciation, qu'est-ce que c'est ? Il y a un exemple tout simple, c'est prendre la société actuelle, où pour moi on est dans une indifférenciation totale. Prenons le cas de l'école. Vous faites une rentrée scolaire, la direction vous dit quoi ? L'enfant a la connaissance en lui, le professeur est uniquement là pour l'aider à prendre en lui-même une espèce d'immanence de la connaissance comme ça. Vous devez l'aider à sortir cette connaissance qu'il a déjà en lui. Donc là, il n'y a plus de hiérarchie. Le professeur et l'enfant, l'élève, on disait avant, il devait être élevé par le professeur, c'est pour ça qu'on l'appelle l'élève. C'est plus un élève, il n'y a plus de prof, il n'y a plus d'élève, c'est indifférencié. Indifférenciation, c'est ça, et là, il forme une espèce de 1, vous voyez que moi je dis moniste, parce qu'en fait, entre les deux va jouer ce que René Girard appelle un désir mimétique, c'est-à-dire que le professeur va quand même vouloir lui apprendre des choses. Donc il va créer la rivalité mimétique avec cet élève. L'élève va lui répondre de son désir mimétique à lui, puisque lui, il a la connaissance, on lui a dit, on lui répète toute la journée à la télévision. Et là, se crée un cycle entre les deux personnes. C'est ce que René Girard appelle le désir mimétique. Ce serait à creuser, mais là, je pense que c'est pas le moment, c'est pas le lieu. Et va se créer, pour sortir de ça, il va falloir faire un sacrifice. Donc là, entre un élève et un prof, il n'y aura jamais de sacrifice. Mais regardez les vidéos de baston entre les professeurs et les élèves, ça vient de là, en fait, ça vient de l'indifférenciation et la fin de la transcendance. Tout ce qui est hiérarchique est totalement annihilé. On est sur une vision totalement horizontale. C'est pour ça que je parle souvent de la symbolique de la croix, parce que pour qu'une croix tienne debout, il faut au moins 2 parties, quoi. Et donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point de ta question, le monisme. Alors, le monothéisme, ça c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte de quoi ? Le monothéisme juif nous parle de ce 1 indivisible. Et ce 1 indivisible renvoie à la vision païenne qu'on avait en Europe et à la vision mondiale, en fait, parce qu'on était des peuples proches de la nature, dans le sens où on pensait faire partie d'un tout. Il n'y a pas de créateur. Hein, si vous lisez ce que pensaient les Indo-Européens, il n'y avait pas de créateur. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de créateur, donc pas de créature. Donc il y a une espèce de 1. Et dans ce 1, effectivement, il y a plusieurs dieux, il n'y a pas de problème, puisque la nature, c'est le 1. Et dans la nature, il y a plusieurs... le vent, c'est un dieu, mais il y a toujours quand même un dieu. Il y a quand même un chef dans le. C'est vrai que la plupart pour reprendre un peu tes exemples, c'est vrai que quand on lit la plupart des présocratiques grecs, l'idée du 1 par lequel il est partout. Tout possède, et même on a chez Parménide le 1 immobile, c'est-à-dire qui ne bouge pas, qui est l'anti-mouvement, etc., par lequel tout procède, et même chez Héraclite, qui est souvent cité comme l'inventeur de la dialectique fonctionne
par un... Exactement, là je cite les exemples dans le livre. Tout à fait, non mais c'est vrai, c'est véridique. C'est quand même assez clair, hein, je trouve. Et puis c'est tellement cohérent avec le reste qu'à un moment donné, on peut que être obligé de comprendre ça. Et ce que va proposer le christianisme, et là, que les auditeurs qui ne sont pas chrétiens ne prennent pas ça comme une attaque. Moi, j'essaie de pas réfléchir en tant que... quand j'ai pas de combat à mener, j'ai fait une recherche, je propose mes conclusions. Le christianisme va proposer un Dieu, oui, c'est vrai, mais il est trois. Il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus, et il y a Dieu. C'est ce que tu décris. Mais on va l'aborder quand on abordera le christianisme. Mais okay. C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Effectivement, on peut commencer déjà un peu à révéler un peu le principe. C'est qu'effectivement, dans le christianisme, on passe par effectivement un intermédiaire qui est. Il y a toujours un intermédiaire. L'incarnation de Dieu. Exactement. Dans la chair. Et l'incarnation empêche le un indivisible. Parce qu'il y a créature, parce qu'il y a créateur. Donc il y a un dualisme en fait. Alors il ne faut pas tomber dans l'hérésie du dualisme qui donne les cathares, mais il y a un vrai dualisme dans le sens où oui, les chrétiens pensent qu'il y a un créateur, eux ne sont qu'une créature. Donc le cercle est brisé en fait par la croix. Moi, j'aime bien cette symbolique-là. C'est le combat du cercle et de la croix en fait. Et le monde païen global, je ne parle pas uniquement européen, païen dans le sens paysan, proche de la nature, etc., se pense comme un tout. Même on a encore ça aujourd'hui dans les campagnes, nous on fait partie d'un tout, la nature, etc. Et là, ce que propose le christianisme, c'est l'incarnation, qui est la valeur patriarcale de référence, je dirais. Tandis que le matriarcat, c'est l'indifférenciation. C'est le tout un indivisible, ce qu'on retrouve dans l'islam. On en parlera aussi, si tu veux, avec le tawhid, où tout est un. Il n'y a pas d'incarnation. Mahomet n'est pas... Mahomet est un prophète. Mais cette unicité, on la retrouve dans l'islam et on la retrouve aussi dans les sociétés indo-européennes, puisque tu prévois un chapitre dans ton livre sur l'analyse des sociétés indo-européennes. Ouais. Et alors là, effectivement, grande surprise, c'est-à-dire que tu vois dans les sociétés indo-européennes, dans les mythes indo-européens, dans l'organisation de la société même grecque et romaine, la marque du matriarcat. Alors là, c'est quand même assez insolite, il faut le reconnaître. J'ai aussi découvert ça en travaillant, en fait. Pour moi, la figure du pater familias, c'était le patriarcat, tout simplement. Là, c'est ce qu'on nous apprend, je pense, à l'école. Mais j'ai utilisé ma méthode des 3 niveaux, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en réalité, le pater familias, c'est une invention géniale de l'européen pour empêcher que cette figure du chef se fasse sacrifier. Le pater familias, c'est une invention juridique. Mais si on creuse vraiment ce qu'est le pater familias, c'est ni plus ni moins qu'un chef de tribu. Il gère à la fois, c'est vrai, sa femme, ses enfants, etc., mais il gère aussi tout le clan, toute la tribu. C'est souvent la figure du grand-père, en fait, c'est la personne la plus âgée, et celle qui a le plus d'enfants. Ça ressemble beaucoup à notre chef tribal dont on parlait tout à l'heure. Et son rôle, ça va être quoi ? Ça va être d'empêcher l'indifférenciation et la guerre du tous contre tous à l'intérieur de ce clan-là. Et on se rend compte d'ailleurs qu'il y arrive assez bien, mais on ne peut pas dire que c'est du patriarcat, parce qu'il n'est pas dans ce que j'appelle la famille nucléaire différenciée, parce qu'il y a une indifférenciation totale en fait entre tous ces... Son fils ne peut pas devenir un père. Il sera un éternel fils devant le pater familias. Pour que lui-même devienne peut-être un jour le pater familias, il faut qu'il soit sacrifié, le vieux du dessus, quoi. Il faut que le grand-père puisse finir par mourir, quoi. Et puis cette idée de dictature, il a quand même le droit de vie ou de mort sur les enfants et sur les femmes, même si j'ai vu que c'est très très peu pratiqué en fait. C'était surtout écrit, mais c'était très peu pratiqué. Ça l'empêche d'être une figure transcendante parce qu'il est trop pris par ce pouvoir matériel. Il faut le dégager, en fait, le père patriarcal de la famille nucléaire différenciée, il est dégagé de tout ça. Oui, parce que on peut redéfinir ce que c'est. Alors, on va définir les modèles familiaux. Juste, mais pour finir sur cette théorie, tu expliques effectivement que lorsque l'usage de la violence est nécessaire pour imposer la figure du chef, voire peut-être du père, on est déjà dans une forme de patriarcat dégénéré. C'est ça. Et ça donne, et c'est là où on peut comprendre les féministes, en fait. Moi, j'en suis arrivé à les comprendre à force de travailler, même si je ne suis totalement pas d'accord avec, mais elles prennent le 19e siècle comme modèle du patriarcat. Mais le 19e siècle, c'est un retour au pater familias. En plus, sans le côté spirituel du tout, parce que le bourgeois du 19e est totalement
terre à terre, sa transcendance a totalement disparu. C'est juste un homme qui va chercher l'argent à l'extérieur et qui est un dictateur effréné à l'intérieur de chez lui. Et elles se disent, ça c'est le patriarcat, combattons-le et créons l'inverse en fait, hein, la femme qui dirige, etc. Alors que cette figure-là du père, c'est pas du tout un patriarcat que j'appellerais total, si on peut dire ça comme ça. C'est un patriarcat dégénéré. En fait, on compense le manque de ce niveau 3 et même du niveau 2 par la violence. Quoi. Ouais, le manque de légitimité symbolique et religieuse. N'est que économique en fait. Cette légitimité n'est que économique. Et du coup, on compense par la violence ce manque de légitimité et d'incarnation. Le père bourgeois n'est pas du tout incarné. Et bon, là, il faut lire Balzac et tout avait déjà été expliqué. Hein, mais je pense que c'est important vraiment d'avoir ce concept de patriarcat dégénéré. C'est-à-dire que j'accepte qu'on puisse penser que c'est du patriarcat, mais je propose qu'on dise que c'est du patriarcat dégénéré et qu'on remonte un peu en avant, enfin qu'on remonte en arrière, pour vraiment comprendre ce que c'était le vrai patriarcat. Et on se rend compte que les femmes dans le patriarcat, c'est pas la liberté à outrance. Ça, je suis d'accord. C'est aussi un combat contre nos penchants naturels, négatifs et violents. Mais chacun a son rôle. Et ce que j'appelle la famille nucléaire différenciée, je sais pas, on peut la définir. Alors on va arriver sur les familles. Voilà. Justement, parce que tu as une analyse assez intéressante qui prend d'ailleurs aussi à nouveau à rebrousse-poil un peu les théories d'Emmanuel Todd, où tu dis effectivement, en gros, il y a 4 grands groupes de familles. Bon, il y a les familles communautaires, qu'on observe beaucoup dans le monde musulman, qui sont des familles très endogames où on va presque aller jusqu'à faire marier les cousins, et on peut avoir plusieurs frères et sœurs qui vivent dans un même foyer. C'est des familles très indifférenciées dans l'organisation, hein. C'est très bordélique, et il y a une sorte de finalement à l'intérieur en fait finalement c'est la femme qui contrôle le foyer. Disons que c'est le principe matriarcal qui dirige. Hein, c'est aussi un apport que j'espère avoir réussi à amener avec ce livre, c'est que c'est pas parce que vous êtes dirigé par un homme que vous êtes dans du patriarcat, et inversement, c'est pas parce qu'une femme dirige qu'on est dans du matriarcat. Il faut analyser les principes de ces 3 niveaux. Et on se rend compte que oui, le père chef de tribu, il existe. Hein, il mange pas dans la même salle d'ailleurs que les femmes, mais il est invité dans la maison de sa femme. La femme appartient dans certains pays comme le Niger par exemple, qui est république islamique, hein, donc là on peut pas faire mieux. L'homme, il est invité dans sa propre maison. Il n'est pas considéré comme le chef de la maison. Hein. C'est ce qui donne des choses assez drôles où il y a de l'adultère partout, y compris au Niger, dans les républiques islamiques. Ce qui fait que les hommes qui couchent avec la femme mariée, ils mettent le voile, ils mettent la burqa en fait, pour rentrer dans la maison comme si c'était une femme. Et le mari ne peut pas y aller pour vérifier ce qui se passe tant que sa femme ne lui a pas dit « maintenant tu peux revenir chez toi ». Hein, ça, là, est-ce qu'on est dans du patriarcat ? Non, ça tient pas la route. Ouais. Et oui, après, donc ensuite, il y a les familles. Alors là où j'étais plus surpris, c'est tu ranges aussi ce qu'on appelle les familles souches, qui sont des familles qui ont, selon la définition qu'en donne Emmanuel Todd, le principe de prendre la patrilinéaire primogéniture, c'est-à-dire l'aîné va prendre tout l'héritage du père et va perpétuer l'héritage et permettre de garder un peu la propriété, souvent pour les fermes, etc. Et les autres, les cadets, vont devoir se débrouiller tout seuls, quoi. Ils vont rien hériter et ne resteront pas dans le foyer, devront quitter le foyer à terme. Donc ça, c'est le modèle très germanique d'ailleurs. Très germanique et très germanique anglo-saxon en général, quoi. Mais alors le principe même de primogéniture, c'est patriarcal. Mais le fonctionnement de la famille souche, comme son nom l'indique, c'est un fonctionnement clanique. C'est ce que j'explique dans le livre, et c'est pour ça que je le range dans la famille communautaire en fait. Le père, c'est toujours la figure du père qu'il faut analyser. Elle ressemble plus d'ailleurs aussi au pater familias ou au chef de tribu que le père de la famille nucléaire différenciée dont on va parler. Et c'est, je pense, très cohérent, puisque le monde germain est un monde de tribus en fait. Hein. Vous regardez, avant la réunification, c'était des petites principautés qui s'auto-géraient, et qui d'ailleurs étaient souvent en guerre les unes contre les autres. Et ça a donné quoi, le monde germanique ? Ça a donné protestantisme. Le catholicisme, ça ne peut pas marcher, puisqu'il n'y a pas cette figure du père. On est dans un monde où l'économie a beaucoup de place, puisque... alors ça a beaucoup d'avantages, c'est ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est que le monde moderne n'est pas fait pour le monde catholique. Au niveau familial, ça ne tient plus la route, puisque nous sommes dans un monde communautaire. Tout le monde
comme nous sommes tous des individus indifférenciés, atomisés, on ne peut plus créer de familles nucléaires différenciées, on fait des groupes. Il y a des clans par-ci, des clans par-là, des clans d'idées, des clans politiques, des clans familiaux. Et par contre, ça correspond tout à fait au modèle allemand. Et vous allez créer quoi? Vous allez créer une petite entreprise familiale. Et ça cartonne, les PME en Allemagne. C'est pour ça que les Allemands nous sont repassés dessus malgré la défaite de 1945. C'est parce que leur modèle fonctionne totalement avec le monde d'aujourd'hui, qui est un monde profondément anti-catholique en fait, anti-figure du père tel que je l'entends dans cette fameuse famille. Alors c'est ce que tu expliques, hein, c'est qu'en gros, tu dis les familles qui ont un modèle communautaire ou un modèle souche ont plutôt effectivement, en termes de réalisation personnelle, c'est plutôt des échecs. Oui. C'est pas des sociétés où l'individu trouve à s'épanouir. Par contre, sur le plan, on va dire, extérieur, purement matériel, c'est des réussites. C'est ce qu'on voit au Japon, par exemple, qui est un très bel exemple de famille souche, où là, vous avez un père très autoritaire, peut-être même un grand-père très autoritaire, qui va vous dire, bah non, toi, t'es le 3e du clan, tu vas faire ça. Ce qui donne des gens au Japon qui sont extrêmement malheureux, en fait. Il y a des études là-dessus, un rapport très, 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 très difficile avec la sexualité aussi, puisqu'on va vous imposer votre femme. Ça, c'est dans le monde souche, c'est comme ça. On vous impose votre femme, et puis dans le monde moderne, bah oui, mais moi j'aimerais bien être avec telle personne. Donc là, il y a une incohérence, et ce qui fait que l'individu va être très malheureux, mais économiquement, il va s'épanouir beaucoup plus que nous, qui sommes encore dans un vieux rêve de méritocratie, tu sais, où on pense que c'est le mérite qui va nous emmener vers la réussite, puisque c'est ce qu'on nous a toujours dit, et puis c'est ce qu'on a inventé aussi, quand même. Il faut pas l'oublier. Quand on travaillait, on pouvait réussir. Et c'est pour ça que les sociétés, regardez bien le Japon, le taux de, je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est dans le livre, mais le taux d'individus de sexe masculin qui sont au bord du suicide. 30%, je crois. Enfin, c'est énorme, énorme. C'est énorme. En Suisse, vous avez la même chose. Ah non, 30%, c'est le taux de puceaux à 40 ans. Voilà, mais c'est exceptionnel. À 30 ou 40 ans. Ce qui donne des gens qui restent dans leur famille. En fait, c'est des gens qui refusent d'aller dans le monde extérieur parce que c'est trop compliqué, parce que c'est ce cocon de la famille souche, c'est un cocon matriarcal. Et pour s'en sortir, c'est comme s'il fallait sortir de l'œuf. Et c'est très très dur en fait de le faire, parce que le monde économique ne vous incite pas à le faire. On va vous dire, bah non, reste là, parce que là tu vas pouvoir gagner ta vie. Donc vous avez beaucoup de Japonais, et en Suisse aussi ça marche pas mal, qui restent chez papa-maman jusque 45-50 ans, peut-être même qui récupéreront la maison familiale, qui ont suivi le projet de la famille, du père. C'est là où il faut que les gens sortent de ce qu'on leur a mis dans la tête de le père dirige, donc c'est patriarcal. Là, on en a un bon exemple. Là, le père dirige, mais vous n'êtes pas dans un patriarcat. Vous êtes dans un patriarcat, ce qu'on pourrait dire dégénéré, mais en fait dans un monde matriarcal. Moi, je range cette famille dans la famille communautaire avec le monde tribal. Alors moi, je donne comme exemple ça, c'est baladez-vous une semaine dans le monde scandinave, et vous allez voir ce que c'est que le matriarcat, quoi. Ouais. Alors effectivement, avec encore plein de symboles dans l'organisation où le père, effectivement, on est sur des modèles de famille souche, etc. Mais désolé, mais c'est les femmes qui dirigent là-bas. On sent que le féminin gouverne, quoi. Alors c'est sûr, peut-être pas dans la réalité même si avec la modernité et le militantisme féminisme, on voit effectivement beaucoup plus ouvertement. Et c'est les pays où ça fonctionne le mieux. Hein. Ouais, et c'est pas pour rien. En Suède, ça cartonne parce qu'on est dans ce modèle familial-là. Bon, effectivement, économiquement, la famille souche, ça fonctionne bien. Mais quand vous sortez un peu de l'angle économique, ça c'est l'angle qu'on nous met dans la tête toute la journée, mais ça c'est juste un symptôme. Il faut aller voir derrière ce qui s'y passe. Et comme il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, allez en Suède et allez dans une boîte de nuit. Vous allez vous faire draguer 25 fois par les nanas, par les petites nanettes de 20 ans, devant leur mec, devant leur copain qui va attendre assis dans un coin et qui va regarder. Parce qu'il n'a pas le choix et c'est comme ça que ça marche, quoi. Mais de toute façon, moi, sur cette société, je renvoie toujours les auditeurs au film Norway of Life, qui est exceptionnel. Bon, si vous voulez vous vacciner sur le modèle scandinave, vous regardez ce film d'1h30 qui est extraordinaire, et c'est terminé. Vous allez plutôt regarder ensuite vers la Méditerranée. Vous n'avez plus envie du tout de vos rêves de vikings vont vite être balayés en quelques minutes. Mais alors, effectivement, donc après, tu arrives sur les familles nucléaires. Et alors là, tu fais une dissociation. Alors, la famille nucléaire,
dans le principe, c'est les enfants vont quitter le foyer très tôt. Il n'y aura pas de coagulation entre les générations sous le même foyer, sous le même toit. Et donc, il va y avoir dissémination de la famille. Les enfants grandissent, arrivés à un certain âge, ils partent. Et des fois, ils partent très loin, à plusieurs kilomètres, à dizaines, des vingtaines de kilomètres, même au Moyen-Âge, c'est énorme. Et ils recréent en fait une famille. Et ils recréent à nouveau un petit noyau familial qu'on appelle le noyau nucléaire. Et là, tu fais une différenciation majeure entre les familles nucléaires égalitaires, que toi tu appelles indifférenciées, et qu'Emmanuel Todd appelle égalitaire. Et lui, il appelle indifférencié autre chose, ce qui pour moi ne correspond pas, mais ça c'est dans le livre. Et il prend ensuite, il dit, et il y a les familles nucléaires inégalitaires, que toi tu appelles différenciées. Alors, juste, voilà, est-ce qu'on peut nous expliquer comment tu distingues les deux On va essayer de faire simple. La famille nucléaire différenciée. Alors, il y a une différenciation déjà entre le père et la mère. Ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que chacun a un rôle bien particulier. Ça, c'est la première différenciation. Et il y a une autre différenciation qui est extrêmement importante, c'est entre les parents et les enfants. Ça, c'est la base. Moi, je pense souvent à la symbolique de la croix pour parler de la famille. Vous avez l'homme, c'est la partie verticale. Donc, l'homme doit être droit, doit être juste, doit avoir les pieds enracinés vers ses autres pères, mais aussi la tête tournée vers le ciel parce que il a autre chose que simplement la matérialité. Tandis que la mère, c'est la matière, c'est l'horizontalité. Elle a un rôle extrêmement important aussi dans la transmission des mœurs, parce que c'est la mère qui c'est tout simple, hein. La bonne bouffe, apprendre les bonnes manières, etc. En fait, c'est la mère qui fait beaucoup ça. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'il faut un père droit, mais il faut une mère haute, il faut une mère vertueuse. Parce que si vous avez une mère basse, vous avez une croix inversée, et si vous avez une mère haute, vous avez une croix positive, quoi. Une croix, une belle croix. Ce qui fait qu'on se rend bien compte que la femme a un rôle extrêmement important dans cette famille nucléaire différenciée. Et je pense que ce n'est pas le cas dans la famille nucléaire indifférenciée. Et alors je peux aussi parler de l'héritage dans la famille nucléaire différenciée, où effectivement vous avez c'est l'inverse de la tanistrie en fait. Ça j'en parlerai pour l'autre modèle familial. Vous avez le premier en général, primogéniture, dans une famille paysanne, admettons, qui va récupérer le lopin de terre et qui va continuer la voie patriarcale enracinée. Les autres sont amenés à créer d'autres modèles patriarcaux dans d'autres villages. Ça peut même être dans le village de la femme qu'ils vont rencontrer d'ailleurs, puisque la matrilocalité, je l'explique bien dans le livre, c'est pas un symptôme de matriarcat. Et ça, vous ne l'avez pas forcément dans le modèle égalitaire, donc moi j'appelle ça le modèle indifférencié. Déjà, le rôle entre le père et la mère est souvent pas clair en fait. On se rend compte que le fait que la figure paternelle n'ait pas ce rôle bien défini, il va parfois empiéter sur le rôle de la femme, et la mère va pas mal empiéter sur le rôle de l'homme. Et je pense que ça empêche le fait que ce soit une famille vraiment patriarcale, parce que les enfants vont avoir l'héritage de manière égalitaire, et ça c'est quoi ? C'est un retour au paganisme avec le modèle de la tanistrie. La tanistrie est pareil, c'est expliqué dans le bouquin. Il y en a plusieurs formes, mais on va faire simple. C'est vous prenez tous les enfants, vous divisez en 10 si vous en avez 10, et il y en a même une qui est la tanistrie indirecte, c'est vous prenez tous les autres, tout le monde sauf le premier. Le premier fils n'a rien. Et là, symboliquement, on sait qu'on n'est pas dans un patriarcat, on sait qu'il y a quelque chose là qui nous... Moi, quand j'ai travaillé là-dessus, à un moment donné, on a des habitudes visuelles, on voit, tiens là, il y a le premier fils n'a rien, c'est pas anodin, il faut creuser. Donc quand on creuse, on se rend compte que, bah oui, effectivement, cette famille-là, elle va être protestante par exemple. Ou elle va être dans le New Age, où maintenant c'est surtout ça, dans le New Age, la fille va être à Greenpeace, et puis le fils va être chanteur babacool ou je ne sais quoi. Et tout est divisé. Maintenant, le premier fils, il a, parce que dans la loi, c'est obligatoire, mais tout le monde est divisé, enfin l'héritage est divisé en 10. C'est ce qui a donné ce retour à la tanistrie, ça vient de la Révolution française. C'est ce qui a donné la fin des familles à 10 enfants. C'est le début de la fin de la démographie française. Parce que comme vous avez un lopin de terre, vous n'en avez pas 15, et que vous devez distribuer à tout le monde, bah vous ne faites plus que 2-3 enfants. Et la chute de la démographie et de la démocratie peut-être en Europe, ça vient de là. C'est le retour à l'archaïque au niveau du modèle familial. C'est pour ça que c'est très important d'avoir ces 3 niveaux. Le politique et le spirituel, ça suffit pas, il faut aussi creuser là-dedans. Pour toi, le modèle idéal du patriarcat, c'est la famille nucléaire
différenciée. Voilà. Et pas juste parce que c'est une famille nucléaire différenciée, parce qu'elle correspond au niveau 2, qui est parce que le père de famille, il est appuyé par le niveau politique, il est appuyé par le niveau du roi. C'est Balzac qui avait dit en coupant la tête du roi, on a coupé la tête de tous les pères de famille. Et il avait tellement raison, c'est exactement ça. Et le roi, lui, son pouvoir est légitimé par Dieu le Père. Il y a une articulation qui est anti-sacrificielle et anti-indifférenciation. Il y a 3 incarnations. Donc là, justement, on arrive dans le rôle majeur que pour toi tient la religion chrétienne dans l'histoire. C'est qu'en fait, elle arrive avec un modèle patriarcal hyper cohérent et intégral. Intégral et basé sur un point très important qui nous montre que le patriarcat, ce n'est pas une dictature, c'est qu'il arrive avec la complémentarité. Et ça, on l'a grâce à notre Dieu qui est trine, comme je le disais tout à l'heure. Ça correspond au niveau 2 politique. Le roi n'est pas roi parce qu'il a été élu, il est roi parce qu'il est lieutenant du Christ, il est le représentant de Dieu sur terre. Et il a une complémentarité avec le pape. Si ces deux choses ne sont pas acquises dans la formule, ça ne fonctionne pas, ça donne un roi tyrannique en général. Si le roi n'est pas là parce qu'il représente Dieu sur terre et qu'il n'a pas la figure du pape qui l'empêche d'indifférencier en lui des excès de magie. Parce que là, on n'est plus dans le roi magique, en fait. Le roi de France a toujours un peu de magie, mais on a enlevé les excès qu'on a mis dans une figure du vicaire du Christ, qui est la figure du pape. Ouais. Et ça redescend avec la complémentarité père-mère dans la famille nucléaire, mais différenciée. Et avec ce modèle d'héritage, primogéniture, puis les autres vont un peu coloniser de manière patriarcale le monde, en fait. C'est ça, c'est ce qui est écrit aussi dans la Bible. C'est pas écrit patriarcal, mais dans ma grille de lecture, c'est ça. Vous avez une cohérence absolument incroyable des 3 niveaux. Ouais. Et c'est hors du sacrifice. Cette complémentarité empêche le sacrifice. En fait. Oui, alors tu dis que le patriarcat implique l'incarnation de Dieu, donc on l'a déjà dit, implique une Vierge Mère sur terre et un Père au ciel. C'est ça. Voilà. C'est l'inverse du matriarcat, et ça c'est très intéressant parce que quand j'ai relu l'Ancien Testament à la lumière de cette grille de lecture, je me suis rendu compte que le niveau 1 du judaïsme ne correspond pas au niveau patriarcal. C'est pour faire clair, famille tribale, on devient juif par le sang de la mère en plus. Donc là, symboliquement, on ne peut pas faire mieux. Le niveau 2, la politique, on va dire que c'est les prophètes qui le faisaient. Donc regardons la vie des prophètes, ça ne tient pas du tout. Abraham, je rappelle il y a une GPA dans Abraham. C'est sa servante qui lui donne son premier fils, sous le regard de sa femme. Tout ça est écrit dans le texte. Et alors que le niveau 3 nous propose quelque chose de très intéressant, c'est que en fait, le verbe du prophète, la parole du prophète va nous proposer la première tentative de patriarcalisation du monde, en nous disant le Messie va arriver. Comment sera le Messie ? Il sera comme ça. Il aura une mère sur terre, mais pas de mère au ciel. Et il aura un père au ciel. Et c'est ça le patriarcat, en fait. C'est que vous n'avez pas de déesse mère. Vous avez une mère terrestre. Marie, ce n'est pas une déesse. Elle n'est pas la 4e partie de la Trinité. Ça, c'est une hérésie totale. C'est une femme qui permet l'incarnation. En plus, sans la femme, il n'y a pas de patriarcat. C'est ça aussi que j'essaie d'expliquer. Sans la femme, il n'y a pas d'incarnation. Donc le patriarcat, c'est pas du tout un anti-femme. C'est pour ça que j'ai pas fait l'inverse de ce que nous proposaient les anciens anthropologues. Je suis pas allé dans l'inverse. Je pense que c'est l'espèce de 3e voie en fait qui fait que oui, mais tout le monde a un rôle à jouer en fait. Et justement, alors ce qui est très intéressant, c'est que tu expliques en fait que on a dans les évangiles la résurgence du matriarcat qui arrive, qui veut tenter le Christ ou tromper saint Thomas ou etc. Et à chaque fois, on a une catharsis qui va neutraliser le processus sacrificiel, ouais, et casser le mécanisme du matriarcat sacrificiel. Alors tu prends par exemple l'exemple de la femme adultère. Tu dis voilà, on est typiquement dans le syndrome du bouc émissaire. On va. Il faut rappeler peut-être ce que c'est. Vas-y alors. C'est bien la période où que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. En fait, on est dans une indifférenciation. Donc il y a le bouc émissaire, c'est la femme adultère qui va se faire. C'est comment le terme qui va se faire lapider par les habitants qui sont autour et qui
et qui l'ont ramené sur une place publique et qui disent à Jésus, toi, tu nous dis que tu es le Fils de Dieu et que tu viens accomplir la loi. Donc Moïse a dit que la femme adultère devait être lapidée. Vas-y, lapide-la. Et là, le Christ va totalement annihiler le processus sacrificiel. Il y a un passage très intéressant, c'est qu'on sait qu'il ne répond pas tout de suite à la question. Il dessine quelque chose par terre. Alors on peut imaginer tout ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il redessine la loi en fait de Moïse. Je mets vraiment la loi de Moïse, hein, et on voit que Jésus ne trahit pas la loi de Moïse. Il la révèle et il l'accomplit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et il va trouver la formule pour annihiler le sacrifice. C'est que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là, vous avez quelque chose de très intéressant, c'est que le Christ ne se met jamais au niveau des attaques. Il est toujours dans un niveau soit inférieur, soit supérieur. Quand on l'attaque par le verbe, il répond par le geste. Par exemple, avec saint Thomas, qui lui dit je ne crois pas, etc. Touche. Aussi avec saint Pierre, qui lui crie dessus en disant mais non, il faut faire ceci, cela. Il le prend à part et il lui chuchote à l'oreille. Là, on lui dit fais un acte violent avec ton corps, et il va dessiner par terre et il va répondre verbalement. Il n'est jamais en opposition pour empêcher la rivalité mimétique, en fait. Jamais exactement dans ce que tu appelles la violence mimétique. C'est René Girard qui a amené ce concept de rivalité mimétique. Et il va toujours ça met en scène les résurgences du matriarcat sacrificiel, et tous les principes sont détruits, absolument. Neutralisés. C'est même pas détruit, en fait, t'as le bon mot, c'est neutralisé. C'est vraiment Saint Michel qui neutralise le dragon, qui le dompte. C'est-à-dire qu'on accepte qu'il y a le mal, on accepte le matriarcat sacrificiel, c'est une réalité de notre monde à nous, mais on va le dompter, et toujours en se mettant d'une manière un peu transversale. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu dis, il est dit que le Christ accomplit la loi, et quand on regarde bien attentivement, les évangiles, je ne suis pas un exégète, mais on est quand même forcé de constater qu'il l'accomplit en faisant exploser en fait le judaïsme dans ses principes tribaux. Les deux premiers niveaux sont détruits. Complètement. Et donc on peut comprendre le terme d'accomplir la loi au sens où la loi effectivement est accomplie, elle est finie, et là maintenant il y a la révélation, la bonne nouvelle qu'annonce le Christ, avec un nouveau modèle. Exactement. Où on va sortir de ces cycles sacrificiels, de créisses, de massacres, de boucs émissaires. Par le sacrifice du sacrifice lui-même. Exactement. Parce que le sang de Jésus qui tombe sur terre n'est pas là pour faire renaître un nouveau cycle, il est là pour laver tous les péchés des anciens. Et là, vous êtes dans une anthropologie totalement différente, et c'est ce qui va permettre. Ça ne se fait pas tout de suite, hein. Je ne dis pas qu'une fois qu'il y a l'incarnation de Dieu sur terre, on est en patriarcat. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que là, la première graine est plantée. Après, on va pouvoir créer cette famille nucléaire différenciée, cette figure du roi qui est complémentaire avec celle du pape. Tout ça, ça prend des siècles à se faire. Le temps de Dieu n'est pas notre temps humain. Une année pour nous, une année pour lui, c'est 10 000 ans pour nous. Justement, en termes de temps, tu dis, on sort du retour éternel, de l'éternel retour, que tu d'ailleurs, tu dis que les philosophes allemands replongent avec l'Antiquité matriarcale finalement, et ce qui n'est pas faux, surtout quand on sait que Nietzsche était un spécialiste du monde antique grec, des philosophes grecs. Tu dis, on sort de l'éternel retour pour rentrer dans une histoire linéaire. C'est ça. Alors, la question, c'est qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent oui, mais alors justement, notamment des mecs comme Alain de Benoît ou d'autres, beaucoup, disent effectivement dans le christianisme, cette vision linéaire de l'histoire, c'est aussi finalement ce qui va conduire à l'idéologie du progrès. Je suis très content que tu me poses la question parce qu'on ne me l'avait jamais posée, et c'est, à mon avis, primordial comme réflexion. Je pense que, comme l'avait dit Orwell, on est dans un mensonge des mots. Ce que le système appelle le progrès aujourd'hui, prenons un exemple. Le progrès, c'est toutes les lois sociétales. C'est la PMA pour toutes, c'est la GPA. Si on creuse vraiment le sujet, ils nous disent que c'est le progrès, donc c'est une histoire linéaire. En fait, pas du tout, c'est un retour en arrière. On est dans un retour à l'archaïque. Parce que le rôle du père, il va ressembler de plus en plus au rôle du père de nos amis Guarani ou Trobriandais. Là, on passe quand même à des dizaines de milliers d'années en arrière. La famille va être composée de telle manière qu'elle va ressembler comme deux gouttes d'eau à la famille tribale communautaire de ces mêmes communautés-là, enfin de ces mêmes groupes. Et ça, on nous dit que c'est du progrès. Mais en fait, pas du tout. Le progrès avec un grand P,
c'est forcément une arnaque. C'est une religion, en fait. Et ils trichent sur ce truc-là. C'est que ce qu'ils nous vendent comme une ligne droite, c'est simplement des multitudes de cycles. Et eux, ils avancent vers leur projet, évidemment. Hein, ils ont un projet depuis des milliers d'années que nous, on ne comprend peut-être pas, mais parce qu'on a notre vision d'être humain. Mais eux, ils avancent. Et c'est que des cycles. Et ils vont tenter quelque chose. Par exemple, pour le Pax, l'objectif, on sait que c'était le mariage. Maintenant, ils le disent. Hop, ils te disent, bah tiens, ça c'est du progrès. Mais non, en fait, c'est un cycle. C'est un cycle éternel qui va reprendre de l'archaïque dans le monde ancien pour le remoderniser. D'ailleurs, on dit qu'on est dans le monde moderne, ça veut dire qu'on accepte le cycle. Tandis que le monde vraiment linéaire chrétien, c'est pas du tout un monde qui nie le cycle naturel. Pas du tout. C'est un monde qui va sublimer ça en disant vos sacrifices n'existent plus, ça ne sert plus à rien. Vous ne réglerez pas les problèmes. En fait, c'est un monde très dur, en fait. Vos problèmes, vous ne pourrez pas les régler avec du sacrifice puisque je vous ai montré que c'était faux. Donc vous allez devoir faire autre chose. Et là, on entre dans un monde où, effectivement, l'être humain doit peut-être se... Alors justement, après, il y a l'autre réflexion qui est celle de Marcel Gauchet, qui explique que le christianisme, c'est la religion de sortie du religieux. Hein, de la sortie du religieux. Ça m'intéresse beaucoup. Ça, et est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en sortant du matriarcat, finalement, le christianisme ne nous amène pas finalement à une sorte de religion de la raison, quoi, tu vois, c'est la théorie de Marcel Gauchet. Bien sûr, on casse toutes les superstitions qui conduisent au sacrifice, etc. On sort du superstitieux. Hein. Le christianisme n'est pas une religion de la superstition. Hein. Alors, il y a pu y avoir dans des moments, etc., humain trop humain, mais est-ce que finalement cette religion n'est pas aussi finalement c'est la grande théorie qui est régulièrement invoquée, hein, c'est pas elle qui va accoucher de la modernité. Toi, tu penses que c'est l'inverse, tu penses? Tout à fait, ouais. Je pense que c'est quand on va essayer de détruire le christianisme qu'on va utiliser la raison. C'est ce que vont faire les révolutionnaires avec la déesse raison. Je sais plus quelle est la date, mais de l'être suprême, etc. Oui, c'est la fête de l'être suprême en 1794. Voilà, ça, je mets bien ça dans le livre et puis je donne la prière, tu sais, qui avait été lue par Robespierre à l'être suprême, et tout est clair. Et on se rend compte que non, la raison, en tout cas la raison avec un grand R, dès qu'un concept devient une religion, c'est forcément pour le christianisme une hérésie. On n'est pas du tout contre la raison, mais il faut pas que ça dépasse le principe que j'appelle patriarcal du catholicisme. C'est comme le dualisme. Si vous plongez uniquement dans un principe du dualisme, vous devenez un cathare. Et vous pensez que la vie sur Terre, c'est Satan, et qu'il faut brûler tout le monde, et vous êtes pour l'avortement. Et en fait, je pense que la ligne de crête, elle est très compliquée. Ça, j'en suis vraiment conscient. Entre ces trois niveaux, pour se tenir, il faut vraiment que tous les carcans de la société nous permettent de le faire. Sinon, vous n'êtes jamais dans ces trois niveaux-là. C'est pour ça que le patriarcat total, je ne sais même pas s'il a déjà existé, en fait. Et ça, c'est... Parce que c'est ce que tu dis, à travers l'histoire, la mise en branle du patriarcat à l'intérieur de la société européenne occidentale christianisée, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Et tu dis qu'il y a eu régulièrement, étape après étape, l'installation des principes du patriarcat sur plusieurs centaines d'années. Les premiers rois chrétiens faisaient la grande erreur du matriarcat de diviser leur royaume dans leurs 4 fils, ce qui donnait des guerres et ce qui a fait perdre... L'éclatement du royaume de Charlemagne. Exactement. Alors que le principe patriarcal qui viendra après, tout ça c'est une grande construction qui viendra après, va empêcher l'indifférenciation des fils du roi. Le premier, ce sera le roi, et les autres, c'est pas gentil le patriarcat, en fait. C'est gentil dans le sens où c'est un monde qui propose la paix, en fait, mais qui la propose, qui ne l'oblige pas. Le libre arbitre, il existe quand même. Et on a des retours en arrière avec les hérésies, il y en a plein. L'arianisme a duré, je crois que ça a duré plus d'1 siècle, il me semble, l'arianisme. Et puis bon, l'arrivée de l'islam aussi, en fait, on pourrait penser que c'est une hérésie chrétienne finalement, puisque Jésus est là, mais c'est le même Jésus que... C'est un prophète. Ouais. Oui, c'est un prophète, voilà. Donc oui, c'est une construction très très compliquée, parce que c'est aussi une construction qui nous met dans le jeu, parce qu'il y a les 3 niveaux. Et on est là, nous, avec notre système familial. Donc il faut
il faut qu'on tienne le rythme, mais je trouve que c'est assez cohérent avec la religion catholique qui met aussi le libre arbitre dans le jeu de cartes, quoi. Notre libre arbitre, il existe aussi pour montrer la grandeur de Dieu. À un moment donné, tu évoques aussi le principe de la virilité. Alors c'est intéressant parce que il y a souvent une confusion là-dessus. Et d'ailleurs, tout ton livre s'applique à démonter un peu des idées préconçues sur le patriarcat, etc., mais aussi sur la virilité. Tu expliques effectivement qu'on est souvent dans une virilité qui est vue comme une sorte d'affirmation de violence, de puissance physique, etc. Et toi, tu dis qu'au contraire, la virilité dans le patriarcat, elle peut bien évidemment s'incarner dans une forme de force, mais elle s'incarne surtout dans une force morale, une virilité morale. Et c'est vrai que en lisant ces passages, je pensais à tous ces coachs maintenant qu'on voit arriver, tu vois, ces mecs qui ont des gros muscles, ouais, des grosses barbes, qui t'expliquent comment ils font parler aux gonzesses, et en fait tu t'aperçois qu'en fait moralement les types n'ont pas forcément le niveau, quoi. Et là on est tout à fait, et là on est tombé dans le grand piège du cycle. C'est que là le système est très fort dans ses contradictions. C'est que le 19e siècle a été plus que maladroit, a été vraiment mauvais pour les femmes. Donc on va créer sa contradiction, le féminisme. Et puis une fois que le féminisme sera là, on va créer le masculinisme. Puis une fois que le masculinisme sera là, on va créer autre chose. Et en fait, on tombe toujours dans ces pièges. Et c'est assez exceptionnel parce qu'on se rend compte que le féminisme, il est intéressant à analyser uniquement si on a compris ça. Sinon, c'est un non-sujet, le féminisme, pour moi. Si on a compris que sans le féminisme, il n'y a pas le masculinisme, on ne comprend pas que ces deux ismes, féminisme, masculinisme, en fait, ça fait quoi? Ça rabaisse les individus à leur sexe. Ça les rabaisse à un niveau horizontal totalement naturaliste. Et sans ça, il n'y a pas la révolution gaïatique dont je parle. Parce que la nature ayant horreur du vide, il manque une spiritualité à tout ça. On va lui mettre quoi? On va lui mettre la reine-mère Gaïa. Et la reine-mère Gaïa, comme je le mets dans le livre, c'est celle qui engendre, sans principe masculin. Et là, on retrouve notre Aubryon Gay. Voilà, et c'est ça le problème, c'est que la virilité, elle a été réduite à une seule de ses parties, qui existe quand même. Hein. Ouais. Je ne dis pas que le physique ne compte pas dans la virilité, mais tu sais, je prends la symbolique de la croix, encore une fois, c'est qu'il y a la virilité physique, c'est la partie horizontale, qui est une partie en fait matriarcale, mais qui doit être là, mais il y a la partie transcendantale, que tu appelles morale, moi que j'appellerais transcendantale, mais bon, c'est la même chose. Et ce qui donne les espèces de grands frères qui, ont couché avec 300 femmes, donc qui nous disent « moi je suis un homme viril et toi t'as rien compris ». Il y a une part de vrai. Et souvent, d'ailleurs, tu remarqueras que dans ces coachs qui t'expliquent comment on parle aux femmes, etc., c'est des gens qui arrivent parfois même à l'âge de 40 ans et qui n'ont jamais eu un môme. Voilà, exactement. Donc, c'est des sortes de chapons, tu vois. C'est des mecs gros muscles qui souvent brillants intellectuellement, hein, mais qui n'ont pas, en fait, joué le jeu de l'incarnation dans la vraie vie, quoi. Exactement, et qui n'ont pas incarné la figure du père, non pas seulement parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant, mais ils pourraient incarner justement à 40 ou 45 ans, si tu n'as pas d'enfant, tu peux incarner cette figure quand même. Et ça pourrait être des gens très, très intéressants justement, qui auraient le temps en fait de proposer qu'est-ce que vraiment une figure paternelle. C'est pas parce que 40 ans vous n'avez pas d'enfant que vous devez tomber dans le piège du masculinisme. Moi je m'y suis intéressé grâce aux féministes qui m'ont insulté de masculiniste en fait. Je connaissais pas le terme, du coup j'ai regardé et j'ai fait mais non, mais là vous prouvez en fait que j'avais raison dans le truc cyclique du monde moderne, quoi. Et d'ailleurs tu rappelles, c'est très intéressant, hein, moi j'ai beaucoup aimé, hein, les différents, parce que tu nous forces à nous renouveler intellectuellement sur nos préjugés et nos idées préconçues sur le féminisme, etc. Tu rappelles que les sociétés matriarcales sont des sociétés héroïques. Tout à fait. C'est une des théories que je propose, c'est que l'invention de l'héroïsme, c'est une invention matriarcale. Il y a beaucoup d'exemples à donner. J'en donnerai simplement 2, si tu veux. La guerre d'Algérie. Ça a été rapporté dans des livres d'histoire, hein, j'invente rien. Beaucoup d'Algériens en avaient marre de la guerre parce qu'on les poussait à mourir, comme dans toutes les guerres de toute manière. Ils revenaient au village, les femmes se mettaient sur les toits de la Casbah et faisaient, tu sais, les cris des you-you. You-you-you, comme ça, pour forcer les hommes à retourner au combat, parce qu'un homme, il revient mort ou il revient vainqueur. Et c'est ça la figure du héros, en fait, c'est de mourir pour les beaux yeux de ta femme. C'est très réducteur, hein, mais c'est extrêmement... on le voit aujourd'hui, hein, dans les
Il y a beaucoup de couples qui se détruisent comme ça parce que l'homme, il tombe dans le piège du regard héroïque de sa femme qui lui dit mais non mais... Alors là il faut regarder il faut visionner le film Les Noces rebelles de Sam Mendes sur le rôle où la femme projette sur l'homme un J'ai idéal. pas vu ça. Regarde, la femme, c'est le couple Kate Winslet et DiCaprio. C'est il prend le couple de Titanic et il les met dans un petit pavillon de banlieue. Si, je l'ai vu. Oui, Un petit pavillon de banlieue en 1950, dans les années 50 aux États-Unis, et où la femme projette en fait sur l'homme une sorte d'idéal complètement mystifié de l'homme, presque héroïque, tu vois. Elle attend en fait de son homme une sorte de... C'est l'aventurier, il faut qu'il aille conquérir quelque chose. L'aventurier, alors là elle attend de lui un ouvrage intellectuel, un roman, tu vaux mieux que cette vie de petit commerçant, etc. Ça peut être la promotion, ramène une promotion, va te frotter à ton chef pour être pour moi un héros. Et là il y a la destruction en fait de la virilité du mec, c'est à travers une sorte d'exigence de perfection qui fait froid dans le dos et qui nous ramène effectivement à cette domination matriarcale qui est vraiment... Là, c'est vraiment du psychologique qui est la grande force des femmes, et c'est très important, la force psychologique d'une femme dans un couple. Hein. Mais si le couple est dans cette famille nucléaire différenciée, parce que si c'est différencié, vous n'aurez pas cette tentative de... que la mère prenne le pas sur le père dans son intimité à lui. Et on voit aussi ça dans la série Mad Men, qui est une série, je ne sais pas si tu avais vu ça, c'est les publicitaires des années 60 qui sont les héros modernes en fait, c'est-à-dire qu'ils réussissent à te vendre du poison très très cher et t'en redemandes quoi. C'est les premiers qui ont vendu Coca-Cola, etc. Ou qui ont vendu Lucky Strike en disant libère-toi les poumons et fume Lucky Strike. Ça prend les théories de propaganda, le livre de... Et on voit le rôle des femmes dans tout ça, c'est qu'au début elles sont fières de leur homme parce qu'ils sont au sommet de la nouvelle société moderne, et puis en fait elles se rendent compte que l'homme il est jamais là. Tout ce qu'il est, c'est juste un homme d'argent, et on retrouve le patriarcat dégénéré. Moi je raconte pas la série pour ceux qui veulent voir, mais c'est vraiment totalement ça. Et on voit la victoire de la femme sur l'homme dès les années 60 aux États-Unis dans cette série. Et c'est vraiment criant. La famille devient vraiment portée uniquement sur la mère, et l'homme, c'est une pompe à fric. Et l'homme se perd dans ce cycle éternel de gagner plus, et finit, moi je raconte pas, mais finit. Non, mais c'est très intéressant. Alors après, tu as quand même une conclusion qui fait un peu peur. C'est-à-dire qu'effectivement, non, je dis pas un peu peur, mais je dis que tu dis, bon, effectivement, on est en train de revenir à... tu parles d'un retour du barbarisme. Donc, un retour de l'archaïque. De l'archaïque. Et tu invoques même l'hypothèse, puisque les sociétés vont vouloir des boucs émissaires, l'hypothèse que ce soit finalement l'incarnation du mal occidental qui fasse office du mal M-A-L-E. Du mal occidental, de l'homme hétérosexuel blanc de culture chrétienne. Qui fasse office de bouc émissaire mondial. Alors, c'est évidemment, je ne l'espère pas du tout, mais quand on a la grille de lecture, je suis obligé de la proposer avec notre monde actuel. Et je me rends compte de quoi ? Regardons le sang qui coule aujourd'hui. Je suis désolé, mais c'est du sang européen. Et c'est du sang c'est du sang de petits blancs, comme on dirait. C'est du sang de gilets jaunes qui coule aujourd'hui à la préfecture, au Bataclan, etc. Et ça, je pense qu'on est dans un moment un peu critique où l'archaïque, cette espèce de mouvement cyclique qu'on peut dénommer à l'archaïque, on peut l'appeler autrement si on veut, va tenter en fait des sacrifices un peu à plusieurs niveaux pour essayer de coaguler quelque chose. Alors ça peut aller vers autre chose, parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui est vraiment le bouc émissaire est déifié après. Ça, il faut quand même le garder en tête. Donc peut-être qu'il y aura un autre bouc émissaire. Moi, je ne veux pas tomber dans Guérilla de Oberton, absolument. Je pense honnêtement que c'est tout à fait possible, mais peut-être pas. Je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, mais si ça suit le cours classique des choses, le sang va couler. Ou alors on va encore trouver un moyen, peut-être pourquoi pas avec l'intelligence artificielle, de réguler tout le monde. Et encore, ça va encore attendre 100 ans. Je veux dire, tout est possible. Mais le sang, à un moment donné, devra couler. Et il a déjà coulé.
le sang de Charlie a permis de coaguler beaucoup de choses. Souviens-toi, à l'époque, moi j'avais des amis par exemple qui critiquaient la gauche française. Après ils sont revenus un peu en arrière, mais à l'époque ils disaient bon bah c'est pas grave, c'est des blancs comme nous. En fait l'attentat de Charlie ça a servi à recommunautariser les blancs. Pour faire une guerre faut être deux. Hein. Et nous on n'a pas le blanc européen, il est pas communautaire. Je l'explique bien, c'est un individu qui réussit à conquérir des choses et qui crée cette articulation non sacrificielle. Il n'y a pas de communauté en fait. Et si nous, à mon avis, hein, si on tombe dans le piège qui nous est tendu par à la fois le monde protestant et à la fois le monde musulman, derrière le monde protestant, il y a aussi le monde juif, hein, il faut dire les choses comme elles sont, hein, de nous communautariser comme eux, là effectivement le plan d'Oberton ça peut marcher quoi. Parce que si on est communautarisé, on va se dire, bah tiens, lui, il est blanc. Et là, on rentre dans le cycle de la violence mimétique. Et là, on y sera. Et là, il faudra un bouc émissaire. Alors, malheureusement, malheureusement, il faudra couper ça au montage, mais je ne pense pas que ce soit Bernard-Henri Lévy ou Jacques Attali, le bouc émissaire. Hein. Ouais. À mon avis, ce sera... on ne peut pas savoir, en fait. Tout est possible. Mais ça peut être une figure importante, par exemple, de notre monde actuel. Ça pourrait, c'est ce que j'essaie d'expliquer à Bordeaux dans ma conférence sur la révolution gaillatique. Greta, là, c'est une bouc émissaire parfaite. Hein. C'est une femme, elle est jeune, elle est non sexuée. Non sexuée, quand vous la regardez, vous n'avez aucun désir pour elle. Non, c'est clair. Je confirme. Elle est malade. Elle est malade. Hein. Dans le bouc émissaire, il y a aussi le côté, tu sais, Oedipe, c'était un bouc émissaire, il était handicapé. Hein. Ouais. Elle est à la fois un peu comme nous, à la fois pas vraiment comme nous. Tu sais, c'est la figure du prisonnier dont on parlait tout à l'heure, des Tupinambas, tu sais. Ouais. La communauté le prend, lui donne une femme, un travail pour qu'il soit un peu comme nous, mais il est différent. C'est soit physique, soit social, et quand la communauté a besoin, c'est lui qu'on va tuer. Et pour moi, Greta, c'est la première victime, et là, elle remplit toutes les cases du bouc émissaire. Je lui souhaite vraiment pas, mais à mon avis, elle vivra quand tout ça s'arrêtera. Et qu'est-ce qu'elle va devenir, cette pauvre petite fille? Ah ouais, bah de toute façon, c'est scandaleux. Bon, c'est une gamine qui va finir par se suicider à 30 balais. Enfin, on sent potentiellement un destin tragique à cette gamine, même si là, actuellement, on aurait plutôt l'impression d'être Moi, je suis très gêné vis-à-vis du syndrome de Greta Thunberg. Bien évidemment, elle est pas du tout sympathique. On a envie de la détester, mais j'ai pas envie de l'accabler parce que ça reste comme une gamine manipulée, complètement trimballée. Les premiers coupables, c'est ses parents. Je suis désolé, mais son père. Mais tu retrouves aussi ça dans je sais pas si tu avais vu le reportage sur la vie de Winehouse, là, tu sais, la chanteuse. Là. Non. Le père, en fait. est pour moi responsable de la mort de sa fille. Je veux dire, il y a une sorte où il pousse la gamine à aller là où elle n'a pas envie d'aller, quoi. Tu vois, et on retrouve aussi ça chez Greta Thunberg. Ouais. Mais on est effectivement là, on va rentrer dans une phase où il faudra trouver une sortie, soit par le haut, soit par le bas, et par le bas, ça sera effectivement, selon tes hypothèses, un rite sacrificiel, un bouc émissaire, quoi. Et là, je pense qu'on est rentré dans un nouveau cycle depuis quelques temps, qui est le cycle que j'appelle gaillatique, où vraiment la terre-mère s'est trouvé son ennemi. L'ennemi, c'est quand même nous, c'est quand même l'être humain. L'être humain est devenu une espèce de variable où on nous dit, moi je lis des choses, c'est surtout aux États-Unis, mais en gros, pour le climat, il faut tuer ton enfant parce qu'il va dépenser il va produire trop de carbone ou que sais-je encore. Ou alors, je me fais stériliser, j'ai 17 ans, il y a des Françaises qui font ça aujourd'hui, des adolescentes, qui vont voir leur médecin, qui demandent à se faire stériliser. Le mec en face ou la médecin en face, elle lui dit « Ah, bah, c'est ton choix, c'est ton corps t'appartient, etc. » Pas de problème, on le fait. Et on voit bien le problème de l'indifférenciation, où l'enfant n'est plus enfant et l'adulte n'est plus adulte. Ouais, tout à fait. Et on arrive dans alors pour moi, le cycle là va durer 3, 4, 5 ans, pas plus, parce que les cycles s'accélèrent là. Mais c'est peut-être le cycle qui va nous maintenir encore un peu la tête hors de l'eau pour pas qu'on se tape trop dessus. C'est que notre ennemi, c'est nous-mêmes. Donc on est un peu perdu. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On est un peu dans le flou là. Moi, encore une fois, je suis pas du tout contre l'écologie. Hein. Mais il ne faut pas que ça tombe dans l'écologisme. Mais comme tu le dis, à un moment donné, tu expliquais au début d'émission que si on ne trouve pas de bouc émissaire, on peut aussi très bien rentrer dans une sorte de violence
tout azimut, diffuse, qui va s'auto-consumer dans une sorte de ce que j'appelle le conflit syrien où tout le monde fait la guerre à tout le monde. Hein. Le conflit syrien, c'est quand même un des premiers conflits de l'histoire où on a 4 ou 5 des belligérants. Il y a 4 ou 5 côtés. Ouais. Avec des buts de guerre complètement différents. Ouais. Hein. On ne sait plus qui est avec les Kurdes et qui est contre les Kurdes. Maintenant, on sait que tout le monde est contre les Kurdes depuis quelques jours. Mais non, c'est ce que je rappelle, c'est que Bachar n'a jamais été vraiment contre les Kurdes. Enfin, je veux dire, la Syrie n'a jamais... dès le début du conflit, elle a passé un pacte avec les Kurdes. Totalement, bien sûr. Donc, en fait, l'ennemi des Kurdes, c'est pas Bachar. Totalement, non, absolument pas. Donc, Bachar, lui, les Kurdes, il est prêt à leur laisser un peu d'autonomie. Il en a rien à foutre. Bachar al-Assad, il fait partie d'une minorité lui-même. Donc, tu sais que j'avais fait un documentaire en Syrie, et c'est ce que les gens me disaient, c'est que oui, nous, on l'aimait pas, Bachar al-Assad, mais il a protégé toutes les minorités. Pendant la guerre, je suis désolé, mais du coup, on est obligé de le suivre. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'un village qui est attaqué par des musulmans, il peut être libéré par d'autres musulmans. C'est Et que Bachar qui peut faire ça dans un pays ultra communautaire comme le Moyen-Orient. Exactement. Et puis oui, la Syrie, en fait, c'est un pays laïque. Il y a les gens voilés ou non voilés cohabitent très bien parce que c'est le même peuple. Ouais. C'est ça que les gens n'ont pas compris, c'est que oui, la religion, c'est un facteur aggravant. Là-dessus, je suis d'accord avec Zemmour, ça ne crée pas le problème, mais ça l'aggrave. Parce que les Syriens, c'est des Syriens avant tout. Et une église est devenue une mosquée, d'accord, mais c'est les mêmes gens qui y vont, c'est le même peuple. Donc c'est moins grave finalement chez eux que chez nous. Ce que je te propose, c'est de faire une émission, une autre émission sur la Syrie. On l'avait faite déjà. Ouais, parce que là on va arriver. On est hors sujet. Non, mais on n'est jamais hors sujet parce que tout ce qui est politique nous concerne. Mais on va arriver là à la fin de l'émission. Hein, je pense qu'on a fait le tour quand même. Ouais, moi je suis content parce qu'on a quand même bien creusé tous les concepts. Alors bien sûr que ça peut être une émission qui va peut-être sembler à certains auditeurs un peu aride, mais c'est très important quand même à un moment donné de se hisser à ce niveau de compréhension des sociétés, de l'histoire, etc., pour un peu mieux appréhender l'époque à laquelle on est confronté. Je te remercie. Peut-être Merci un à toi. Un mot de conclusion, si tu as un mot de conclusion. Non, le mot de conclusion, j'en ai pas vraiment. Non, honnêtement, Donc on finira en espérant, voilà, peut-être. Oui, peut-être un mot d'espérance, c'est que après, je vais prêcher pour ma paroisse encore une fois, mais on me demande souvent les solutions. Moi, je dis que j'en ai pas. Mais finalement, j'en propose une quand même à chaque fois. C'est que sur ces 3 niveaux dont je parlais, famille, politique et religieux, on peut par notre action en gérer 2. C'est-à-dire que personne ne nous interdit encore de créer des familles nucléaires différenciées, c'est pas encore interdit. Ça c'est le niveau 1, et personne ne nous empêche de retourner à l'église et d'avoir une vie spirituelle européenne et française. Ça encore personne ne nous l'empêche, même si on pourrait faire une émission sur l'église actuelle et sur Vatican II. Et on pourrait imaginer, dans une espérance, que nous aussi on est une mâchoire en fait de ce niveau 1 et de ce niveau 3 qui va essayer de changer ce niveau 2 de la politique. Moi c'est le message un peu d'espoir que j'aurais, et c'est la seule issue que je pourrais voir en fait pour sortir du tous contre tous et de retrouver un bouc émissaire qui ne servira à rien, parce que maintenant on le sait. C'est de notre force, le niveau 1, tu sais, la force qu'on a un peu entreaperçu des gilets jaunes en fait, même si ça a été vite récupéré, ça a été un peu n'importe quoi après. Et ben c'est de ce niveau 1 là qui, s'il pouvait se reconnecter à ce niveau 3, on pourrait peut-être, après le jeu électoral est tellement pipé de partout que je ne sais pas, mais peut-être qu'on pourrait nous aussi constituer une mâchoire infernale contre cette mâchoire qu'on nous propose, qui est la mâchoire communautaire, hein. Je terminerai là-dessus, communautaire du bas avec l'immigration africaine qui est communautarisée à 100%, et communautaire du haut avec la plutocratie, la caste, etc. Et ces deux-là travaillent ensemble. Alors ils font marcher la mâchoire du bas qui est celle de l'immigration pour nous bouffer, mais ceux qui gèrent, c'est ceux du haut, c'est la mâchoire du haut qui gère celle du bas. Il ne faut jamais l'oublier. Et si nous, on arrive à ce que nous, les familles nucléaires différenciées, on soit gérés par le niveau 3 du spirituel de Dieu le Père, peut-être qu'on arrivera à échapper au sacrifice. On peut le souhaiter en tout cas. Voilà, on finira sur ces mots d'espérance. Merci Sylvain. Merci à toi. Et on rend l'antenne à une prochaine émission. Au revoir tout le monde.